Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo correction d'un exercice, donc d'un sujet de bac maths, spé maths. Donc on est en Amérique du Sud en 2022 et on est sur l'exercice numéro 3, l'exercice qui porte sur les fonctions. Donc comme d'habitude, vous avez bien sûr l'énoncé de l'exercice en description, juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous tombez tout de suite sur l'énoncé de l'exercice. N'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même avant de regarder la correction qui va suivre ou simplement pour lire l'énoncé tranquillement. Ok? Bien. Donc si c'est ok pour vous, c'est ok pour moi et on y va. Alors bon, je ne vais pas forcément lire l'intégralité à chaque fois de l'énoncé ou l'intégralité des mots, hein, vous l'avez sous les yeux, donc voilà. Donc on nous dit qu'on a une fonction g qui est définie sur 0 plus l'infini. Alors ça c'est important. Okay, le 0 est exclu. Et la fonction donc g de x est égale à 1 plus x carré, facteur de 1 moins 2 ln de x. Autrement dit, donc lors de ce sujet, l'exercice sur les fonctions, c'était un exercice qui portait sur le logarithme népérien. Donc là, normalement, vous devez déjà avoir, puisqu'on est en pleine révision là, de bac, les propriétés du logarithme népérien, la formule de la dérivée, etc., etc. On nous dit que g est dérivable sur 0 plus l'infini, et on note g' sa fonction dérivée. Okay, et on appelle C la courbe représentative de la fonction g. Je pense que vous êtes habitué à tout cela. Alors, partie A. Justifier que g de E est strictement négatif. G de E. Qu'est-ce que c'est que ça, g de E? C'est quoi E? Oui, c'est une lettre, mais je pense que vous avez compris que ici E représente l'exponentielle. Donc, g de E, il s'agit tout simplement de prendre la fonction g de x et de remplacer x par E. E étant encore une fois, en fait, E c'est exponentielle 1. Donc on y va, donc on aura 1 plus E au carré, facteur de 1 moins 2 ln2. Et donc il faut montrer que ça c'est strictement négatif. Pas négatif ou nul, hein, c'est vraiment strictement négatif. Bon, je pense qu'une simplification s'impose d'emblée. Pourquoi? Bon, allons-y, simplifions ce qu'on peut simplifier. ln de E. Si vous ne savez pas, tapez sur votre calculatrice. Prenez le risque de voir si ça tombe juste ou pas. Mais vous devez savoir qu'un logarithme népérien et une exponentielle, ce sont des fonctions qui sont contraires. Donc ce sont des fonctions qui s'annulent. Autrement dit, ln de E, ça fait 1. Vous voyez, le ln est compensé par l'exponentielle. Dites-vous comme ça si vous préférez. Et donc on aura 2 fois 1, ça fait 2. Donc on a 1 moins 2 ici dans le crochet. Vous pouvez mettre des parenthèses, c'est pas très important. Donc on aura 1 plus exponentielle au carré, facteur de 1 moins 2, ça fait moins 1. Oui d'ailleurs, autant pour moi, je vais mettre des parenthèses. Et donc c'est plus joli d'écrire 1 moins exponentielle au carré. Exponentielle au carré multiplié par moins 1, ça fait moins exponentielle au carré. Et donc on a 1 moins exponentielle au carré. Eh bien ça, oui, c'est strictement négatif. Encore une fois, si vous hésitez, tapez sur votre calculatrice. Vous verrez. Mais il est évident que exponentielle au carré est plus grand que 1. Donc 1 moins un nombre plus grand que lui, c'est forcément négatif. Donc c'est OK. De toute façon, on ne vous demande pas plus que ça. Une fois que vous êtes arrivé à ce résultat, vous écrivez ça et puis c'est OK. Alors, deuxième question. Justifier que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, c'est moins l'infini. Donc on nous demande de déterminer une limite. Donc lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Bon, vous savez qu'il y a le problème des formes indéterminées, mais avant d'imaginer qu'il y a une forme indéterminée, encore faut-il le constater, encore faut-il le prouver. Donc regardons si nous avons une forme indéterminée. Si oui, on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut transformer la fonction. Sinon, s'il n'y a pas de forme indéterminée, eh bien on va appliquer la procédure standard pour justifier la limite, parce que n'écrivez pas qu'une seule ligne, n'écrivez pas limite égale un résultat. Non, il faut toujours un petit peu quand même détailler. Pas beaucoup, mais un petit peu détaillé. Donc on y va, mais regardons d'abord juste comme ça, visuellement. ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si je multiplie par moins 2, plus l'infini fois moins 2, ça fait moins l'infini. Je lui ajoute 1, ça reste moins l'infini. Ok ? Donc le crochet, attention, je le mets en bleu. Ce que je mets en bleu, ne le mettez pas sur votre copie. Vous pouvez le mettre sur votre bouillon. Donc à l'intérieur du crochet,
on aura moins l'infini. X carré, ça fait plus l'infini. Plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Et on a 1. Voilà. Donc on a 1 plus l'infini facteur de moins l'infini. Plus l'infini facteur de moins l'infini. On pourrait croire que c'est une forme indéterminée, mais ce n'est pas une forme indéterminée. Beaucoup vraiment tombent dans le piège. L'infini multiplié par l'infini, dans toutes les situations possibles, dans tous les cas possibles, c'est jamais une forme indéterminée. Vous savez très bien que dans une multiplication, le moins l'emporte sur le plus. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Le moins l'emporte. C'est pareil pour l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et 1 moins l'infini, eh ben, ça fait toujours moins l'infini. Donc ce n'est pas une forme indéterminée. La limite, en plus l'infini, ça vaut moins l'infini. Bon, comment on va le noter? Il suffit de, en fait, si vous préférez, il suffit de décomposer les éléments de la fonction. Donc on va l'écrire comme ça, regardez. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc on va prendre le crochet, 1 moins 2 ln de x. Ça on a dit, ça fait moins l'infini. On prend x carré, ça fait plus l'infini. Et on conclut, tout simplement. Donc on dira limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait moins l'infini. Pas besoin de commencer à écrire des phrases, l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Non, non, non. Tout ce que les correcteurs veulent, c'est que vous décomposiez les différentes expressions de la fonction. Ok? Ça va pour les deux premières questions? Ouais? Bon, mettez sur pause. Comme ça, vous recopiez tranquillement. On efface. Et on continue. Bon, j'aurais pu laisser la fonction, mais bon, de toute façon, vous l'avez sous les yeux. Hein. Alors, on vous demande de montrer, donc là, on va passer à la dérivée. Donc, c'est la question 3 petit a. Montrer que g' de x est égal à moins 4x ln de x. Donc, on doit le montrer. Si on doit montrer que la dérivée est égale à quelque chose, ça veut dire qu'on doit calculer la dérivée. Donc, on y va, on va déterminer g' de x. Donc, je vais réécrire tout de même g de x. C'est pas grave si je réécris une seconde fois. Comme ça, au moins, on l'a mieux dans la tête. Et donc, on va dériver tout simplement g de x. Voilà. Bon, 1 plus, allez, ça disparaît. La dérivée, ça fait 0. Donc, on doit dériver la partie là, le facteur. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai x carré facteur de quelque chose. Donc, j'ai du... Eh oui, j'ai du u fois v. Automatiquement. Donc, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Ouais. J'ai du u fois v de manière naturelle ici, parce que j'ai un élément qui comporte la variable multiplié par un autre élément qui comporte la variable. Au lieu du x carré, on aurait eu 2, on n'aurait pas eu du fois v. On aurait eu une dérivée standard avec un 2 qui est devant. Mais quand plusieurs éléments contiennent la variable et que ça se multiplie, alors c'est du u fois v. Donc on va poser tranquillement, on va y aller doucement. Donc là je mets un point d'interrogation. U égale x carré, v égale 1 moins 2 ln de x. Ouais. U', bon là on est sur du programme de première. Hein. La dérivée de x carré c'est 2x. Et v', donc 1, ça fait 0. Rappelez-moi la dérivée de ln de x. Ok, 1 sur x. Ouais, et on a moins 2 devant, donc on aura moins 2 fois 1 sur x. Ce qui fait moins 2 sur x. Ouais. Du coup, la dérivée, on combine u'v, donc vous multipliez les diagonales. Après, ça dépend, chacun a sa méthode. Hein, je ne veux pas imposer une méthode, hein, mais là, compte tenu de ce que j'ai fait, donc on va multiplier en fait les diagonales. Donc u'v, on aura 2x facteur de 1 moins 2 ln de x plus x carré multiplié par moins 2 sur x. Alors on veut montrer que la dérivée, c'est moins 4x ln de x. Bon, on en est loin quand même. Hein. Ah ouais, un petit peu, hein, faut le reconnaître. C'est pas top pour le moment. Hein. Mais vous allez voir, on va y arriver. Alors, lorsqu'on doit obtenir moins 4x ln de x. Vous imaginez, vous, la petitesse de l'expression,
moins 4x ln de x. Et moi, j'ai tout ça. Donc, je pense qu'il faut quand même développer, simplifier, regrouper ce qu'on peut regrouper. Et puis, je pense qu'on va y arriver. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de développer ici. Hein. Donc, on va faire 2x fois 1, ça fait 2x. Moins 2x fois 2 ln de x, ça fait normalement 4x ln de x. Si on est d'accord. Et ça simplifie comment? Alors ça, je sais que beaucoup ont du mal. Écoutez, je vais essayer de le dire le plus simplement possible. On m'a posé beaucoup la question. Vraiment, c'est pas très compliqué, mais il faut que vous le sachiez. Vous êtes d'accord avec moi que dans cette partie-là, concentrez-vous que là-dessus. Regardez que là-dessus pour ceux qui ont du mal. Vous êtes d'accord que nous n'avons qu'une multiplication et une division. Ouais. Ce que je vais faire, ce que je vais vous dire et ce qu'on va faire, ce n'est possible que, effectivement, si on a des multiplications et des divisions. Donc, si dans le lot, là, on avait eu une addition, une soustraction, c'était terminé, on n'aurait pas pu appliquer ce que je vais vous dire. Étant donné que nous n'avons que des multiplications et des divisions, regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi que le x carré, il est copain avec le numérateur. En fait, le x carré, il est avec le moins 2. Ils sont potes. Les deux, en fait, ils sont ensemble. Autrement dit, on pourrait écrire, et je vais le faire, comme ça au moins, ça sera même mieux pour vous. Je peux écrire ça. Ouais. Le x carré vient se coller à son ami, qui est le moins 2. Donc ça fait moins 2x carré sur x. Ouais. Bon. Alors, c'est pas grave. C'était pas prévu que je faisais une ligne de plus, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord. Nous avons du x carré au numérateur, du x au dénominateur. Je viens de vous dire que nous n'avons que des multiplications et des divisions. Donc ce que l'on va faire, on peut le faire et on peut le faire tout le temps. J'ai x carré, c'est-à-dire que j'ai 2 fois x. X carré, c'est x fois x. Ok. J'en ai un en bas. Ce qu'on peut faire, c'est que comme j'en ai 2 en haut et que j'en ai un en bas, je peux en enlever un en haut. C'est-à-dire que celui du bas, il va venir se soustraire, il va venir retirer un x en haut. Donc celui du bas, il y en a un, et bien il va venir retirer un x qui est en haut. Autrement dit, on n'aura plus en haut que 2x. Voilà. Bien sûr, le dénominateur disparaît, le sur x il disparaît. Vous comprenez? Mais il viendra, voilà, annuler. Allez, je dis comme ça, si on avait eu, allez, x5. Je le dis parce qu'il faut que je le dise. Imaginez-vous, on avait ça. Voilà. x5 sur x2. On a une division. Donc c'est bon, on peut appliquer ce qu'on va faire. J'en ai 5 en haut, j'en ai 2 en bas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux en enlever 2 en haut. En enlever 2 en haut, ça revient à écrire x3. 5 moins 2, ça fait 3. Voilà. Du coup, les 2x s'annulent. Oh, bah ça va. On trouve bien ce qu'on devait trouver dans la question. C'est que... Bien, question B, on nous demande le sens de variation. Donc je vais effacer, mettez sur pause encore une fois, je vais réécrire la dérivée, et puis ensuite on va étudier le sens de variation de g de x. Donc g' de x, on vient de prouver que c'est égal à moins 4x ln de x. Comment on étudie les variations d'une fonction? On se sert de la dérivée. Tiens, c'est bizarre, on nous a demandé juste avant de montrer la dérivée, et comme par hasard, on va devoir se servir de cette réponse pour étudier le sens de variation. Mais c'est toujours comme ça au bac. Je ne fais que le répéter dans les vidéos. Pour répondre aux questions suivantes, vous avez toujours besoin, en général, dans 80% des cas, des réponses qui précèdent. Donc ce que vous venez de faire à la question précédente, vous allez forcément devoir l'utiliser pour la question suivante. Comment on étudie les variations d'une fonction à partir de la dérivée? On étudie le signe de la dérivée. Alors là, j'ai 3 facteurs. J'ai moins 4, x, ln de x. Donc étudier le signe de cette dérivée, c'est étudier le signe des 3 éléments. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a une combinaison, comme on a 2 produits, on a une combinaison de signes. Donc il faut connaître le signe de moins 4, bon, ça c'est facile, c'est toujours négatif. Il faut connaître le signe de x, et il faut connaître le signe de ln x, et nous travaillons, n'oublions pas, je vais juste le renoter, sur 0 plus l'infini quand même.
surlignez-le, ceux qui ont imprimé l'énoncé du sujet, parce que forcément, notre tableau de variation doit correspondre à l'intervalle. Bon, qu'est-ce qui va poser problème? Pas grand-chose, puisque moins 4, c'est négatif. X, sur 0 plus l'infini, x est positif. Puisque vous remplacez x par des valeurs positives, ça sera forcément positif. Donc, il n'y a que le lnx qui va poser problème. Pourquoi? Parce que lnx est positif si x est plus grand que 1. Donc, entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Donc, c'est à lui qu'il faut faire attention. Donc, ici, on n'a plus qu'à construire notre tableau. Donc, nous travaillons sur 0 plus l'infini. Donc, on va d'abord, faites une ligne, écrivez une ligne pour chaque élément de la dérivée. Donc, moins 4. Certains vont rire en disant, wow, c'est bon, on sait que moins 4 c'est négatif, pourquoi je vais faire une ligne? Oui, mais si vous ne le mettez pas, après, forcément, si vous ne faites pas attention, pour ceux qui font attention, il n'y a pas de problème, mais si vous ne faites pas attention, c'est l'intégralité de votre tableau de signes et de votre tableau de variation qui s'écroule. Donc, moins 4, une ligne pour x, une ligne pour lnx, et puis les correcteurs aiment bien que les choses soient claires, organisées, structurées. Une ligne pour la dérivée globale, et une ligne pour les variations de la fonction g de x. Ouais. Sur la première ligne, on vient mettre les valeurs pour lesquelles on change de signe. Moins 4 ne change jamais de signe, donc on s'en fout. X ne change jamais de signe sur 0 plus l'infini. Ln change de signe en 1. Et donc vous n'hésitez pas à mettre une barre jusque g' de x. Donc moins 4 c'est toujours négatif. Ok. On a dit que x était toujours positif, sur 0 plus l'infini. Lnx, on a dit que c'était positif si c'était plus grand que 1. Donc avant 1, c'est forcément négatif. Et vous devez savoir que ln s'annule pour x égale 1. Ça, ce sont des propriétés de cours. Ln de 1, ça fait 0. Et donc là, c'est la combinaison des signes qui arrivent. Moins plus moins, ça fait plus. Moins plus plus, ça fait moins. Donc la fonction sera d'abord croissante, puis décroissante. Ceux qui laissent ça, c'est pas cool. C'est pas sympa. Non, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Mais en général, attendez, le minimum syndical, c'est quand même d'écrire au moins la valeur du maximum qui est ici. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer g de 1. Ok? Et écrivez au moins en une dans le tableau de variation. Parce que laisser un tableau de variation qu'avec des flèches, franchement, ça fait un peu paresseux. Encore une fois, c'est juste une question comment dire, je ne vais pas dire de plaire au correcteur, mais vous m'avez compris, c'est plus vous en mettez et plus forcément ça plaît, parce que moi ça prouve que vous avez fait l'effort de le faire. Donc, je ne vous demande pas de déterminer, la limite on l'a déterminée d'ailleurs, on a dit qu'en plus l'infini c'était moins l'infini, donc ça on peut déjà le mettre dans le tableau, mais la limite en 0, ne la calculez pas, ça c'est pas très grave, mais au moins calculez g de 1, et donc vous remplacez 1 et vous trouvez 2. Attention, remplacez 1 dans g de x, ne remplacez pas 1 dans g', parce que pour g', ça fait 0. Ok? Donc ça n'a pas de sens. C'est bien la fonction g qui nous intéresse ici. Bien. Oui, je ne vais pas effacer tout de suite. Je vais faire une introduction à la question suivante et ensuite j'effacerai. On vous demande la question de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on vous demande de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur cet intervalle-là, 1 plus l'infini. G de x égale 0. G de x égale 0, pas g'. Je préfère répéter parce que beaucoup font l'erreur. Donc on est ici. En fait, ne vous occupez plus là. Votre tableau, il se résume aux flèches. Ok ? Alors déjà, la première chose, c'est est-ce que g de x passe par 0 sur l'intervalle? Attention, là, ce sont les valeurs de x. 1 plus l'infini. Nous, on veut g de x égale 0. On sait que g de x, il part de 2, et il descend jusque moins l'infini. Question, est-ce qu'il passe par 0?
il part de 2 et il va jusque moins l'infini. Bah oui. S'il part de 2 et qu'il va dans les négatifs, il va forcément passer à un moment donné par 0. Ouais. Ok. Donc déjà, la question est logique, puisqu'on vous demande de montrer que l'équation a une unique solution. On ne vous demande pas est-ce que l'équation a une solution. On vous demande de le montrer. Là, je voulais juste vous faire part de la logique de la question. Oui, g de x passe par 0 sur cet intervalle. On voit que sur cet intervalle, 1 plus l'infini, parce qu'on doit se concentrer uniquement sur l'intervalle qui est donné, 1 plus l'infini, la fonction est décroissante. Donc elle est monotone. En fait, elle a, si vous préférez, elle n'a qu'un seul sens de variation, décroissante. Elle est continue, mais de toute façon en terminale, on ne vous demande pas de vous poser la question de la continuité. Ça, c'est dans vos études supérieures qu'il faudra parfois montrer que des fonctions sont continues, etc. Donc écoutez, vu la formulation de la question, je pense que vous en avez déjà eu affaire à ce genre de questions plein de fois pendant votre cursus, pendant votre programme depuis septembre. Vous savez très bien que nous devons appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez vu la formulation de la question. Vous devez la connaître par cœur. Montrer qu'une équation égale 0 a une unique solution sur un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires. Et d'ailleurs, un peu plus que le théorème des valeurs intermédiaires, en réalité, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Donc ne vous trompez pas, quand on vous demande de montrer que une équation a une unique, j'insiste, une unique solution, corollaire des valeurs intermédiaires. Bon, je vais effacer le haut, je vais quand même garder le tableau. Je pense que pour le moment, pour ce que je vais vous dire, on aura assez de place. Alors, pour pouvoir appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc on a besoin, je vous dis, de 3 conditions. C'est vraiment donc la fonction. Donc, encore une fois, ce que je vais écrire là, ne l'écrivez pas, sauf que c'est la question petit c. Ce que je vais écrire là, ne l'écrivez pas sur votre copie, écrivez-le sur votre brouillon. Donc, on a besoin donc de 3 éléments. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, on va faire une jolie phrase pour appliquer. Parce qu'en fait, l'application du théorème des valeurs intermédiaires, c'est vraiment c'est que de l'écrit, hein. C'est que du littéraire. On vous demande juste d'écrire une belle phrase. Mais moi, je veux quand même bien vous montrer que vous avez besoin obligatoirement de 3 éléments pour pouvoir écrire cette phrase. Donc le premier élément, bon bah, ça je vous dis, c'est acquis, que G est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, vous ne devez pas vous poser la question, c'est OK. Vous devez bien vérifier que G est strictement monotone. On a dit que G était strictement décroissante. Permettez-moi d'écrire des abréviations sur 1 plus infini. Et la troisième chose, c'est que 0 doit se trouver sur le chemin. Donc, on sait que G de 1 est égal à 2. Et on sait, n'écrivez pas G2 plus l'infini. Hein. On écrit limite quand x tend vers plus l'infini de G de x égale moins l'infini. Hein. G2 plus l'infini, ça n'existe pas. Et donc là, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut pour écrire mon corollaire. Le corollaire du TV. Donc, on y va. Alors, il y a plusieurs manières de l'écrire. Hein. Je vous donne une façon de faire. On sait que, en fait, on va réécrire tout ça, hein, mais correctement. On sait que G de x est continu et strictement décroissante sur l'intervalle, donc 1 plus l'infini. N'écrivez pas l'intervalle. Hein. À partir du moment où vous mettez des crochets, c'est forcément, c'est pareil, c'est un pléonasme d'écrire sur l'intervalle 1 plus l'infini, avec G de 1 qui est égal à 2, et limite quand x tend vers plus l'infini de G de x égale moins l'infini. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation, puisque c'est ça qu'on venait montrer, hein, en fait, l'équation G de x égale 0, le feutre commence à fatiguer, admet une unique solution alpha sur 1 plus l'infini
tel que G de alpha est égal à 0. Ouais. Et pendant que vous recopiez, je vais chercher un nouveau feutre. Voilà, voilà. Hop là. Ouais, ça va? C'est toujours comme ça. Mais peut-être on vous a donné une autre formulation, c'est pareil, hein. Là c'est la mienne, mais enfin, la mienne, non. Elle est plutôt conventionnelle en fait. Hein. Vous pouvez écrire d'après le théorème de la bijection. C'est autorisé. Mais bon, moi je suis à l'ancienne, donc j'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Bien, bon, normalement vous mettez sur pause, hein, vous avez le temps de recopier. On vous demande un encadrement de alpha à 10.2. Bon, question 1. Je rigole parce que c'est pas juste sincèrement, c'est parce que vous-même, c'est toujours les mêmes questions, quoi. Vous voyez, on vous demande maintenant un encadrement de alpha. Donc là, vous allez avoir besoin de votre calculatrice. Alors c'est très simple que vous ayez une calculatrice collège que je vous recommande très fortement. Les petites calculatrices, bon, je ne l'ai pas sur moi, il faudrait que j'aille la chercher, mais c'est pas grave. Les calculatrices, là, les calculatrices collège, je ne sais plus comment ça s'appelle, sont parfaitement adaptées à ce genre de questions. Mais bon, peu importe que vous ayez une calculatrice collège ou une calculatrice, on va dire, un petit peu graphique. Donc c'est la question D. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans le menu table de votre calculatrice. De toute façon, normalement, vous avez déjà pratiqué ça, donc vous devez le savoir. Donc vous allez dans table, vous rentrez la fonction g de x. Ok. Donc g de x, hop, vous tapez g de x. Faites attention avec les parenthèses. Hein. Une parenthèse en moins et ça peut fausser, votre calculatrice ne va pas reconnaître la fonction. Donc faites attention. Donc vous tapez g de x. Et là, on va vous demander donc trois choses. On va vous demander un minimum. Donc selon les calculatrices, ça dépend comment ils l'appellent. En gros, un minimum, un maximum, et alors un step ou un pas. C'est-à-dire en fait de combien en combien. Alors nous, n'oubliez pas que alpha est forcément compris entre 1 et plus l'infini. Bah, écoutez, le mieux c'est que vous commencez à 1. Parce que vous ne savez pas quand g de x passe par 0. Vous ne savez pas si c'est entre 1 et, je sais pas moi, 1 et 500, ou 1 et 10 000, ou 1 et 1 million. Vous ne le savez pas. Vous ne l'avez pas encore vérifié. Mais on sait que l'intervalle commence à 1, donc forcément je vais en 1. Le maximum, eh bien là, il faut tâtonner. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sûr. On ne sait pas. On ne sait pas où s'arrêter. Alors il faut essayer quelque chose. Vous devez forcément, une fois que vous avez réglé tout ça et que vous avez votre tableau sous les yeux, vous devez forcément passer par 0. C'est ça qu'on cherche. On veut que g de x soit égal à 0. Il passe par 0. Ok? Donc écoutez, moi j'ai essayé et j'ai été jusque 10. Voilà, j'ai mis jusque 10. Je me suis dit, bah c'est pas grave, si c'est pas 10, j'essaierai jusque 20, jusque 30, jusque 40, voilà, bon, etc. Et le pas, bah, comme c'était une calculatrice collège, et que c'est pas... il n'y a pas beaucoup de mémoire, j'ai été de 1 en 1. Et en fait, je me suis vite rendu compte, dès le début, que g de x passait par 0 entre 1 et 2. Tout de suite, bah, faites-le, hein. Tapez 1, 10, le pas de 1, tapez exécuter, et normalement, vous devez voir que directement, dès le début du tableau, on passe par 0 entre 1 et 2. Donc, vous allez régler immédiatement ici les paramètres. Vous allez aller entre 1 et 2. Et vous allez réduire le step, le pas. Vous allez mettre un pas de 0 à 1. Parce que nous, n'oubliez pas qu'on veut 10 moins 2. 10 moins 2, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, je n'ai même pas encore réussi. Hein. Là, j'ai qu'un chiffre après la virgule. Mais c'est déjà un bon début. Et donc, si vous lancez le programme comme ça, vous avez un tableau comme ça qui apparaît, soit xy, soit x, f de x. Et en fait, vous vous rendez compte que pour x 1,8, on est à 0,4311. Et pour 1,9, on est à moins 0,024. Bah, c'est OK. Donc pour x 1,8, on a 0,4311. Et pour x égale 1,9, on a moins 0,024. Bah, on passe bien par 0 ici. Vous êtes d'accord? On passe du positif à un négatif, on passe par 0. OK. Mais ce n'est pas suffisant parce que là, on n'a qu'un chiffre après la virgule.
Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez régler, vous allez écrire 1,8, 1,9, et là, vous allez aller de 0,01 en 0,01. Et si vous avez de bons yeux, vous allez voir qu'en 1,89, on a 0,0242, et qu'en 1,90, on a moins 0,024. Enfin, de toute façon, c'est celui-là, c'est le même. Donc, on passe bien par 0. Attention, il faut regarder la colonne de droite. Hein. Nous c'est G de X qui doit passer par 0, pas X. Hein. Ne confondez pas les deux. Donc, alpha sera compris entre 1,89 et 1,90. On veut un encadrement. On ne veut pas une valeur rapprochée. Un encadrement, ça exige d'avoir une valeur de chaque côté. Ok ? Je sais que ça ne peut pas trop dire les X, les F de X, la colonne de gauche, la colonne de droite. Alpha, c'est la colonne de gauche. G de X, c'est la colonne de droite. Ouais. Donc, ça, c'est la colonne qui appartient au alpha qu'on veut. Et cette colonne de votre tableau, c'est le G de X, le 0 de G de X qu'on cherche. Petite question, si on vous avait demandé une valeur approchée, vous auriez dit quoi? 1,89 ou 1,90? Une valeur approchée à 10 moins 2. On prend 1,89 ou 1,90? Ben, on prend celui qui est plus proche de 0 pour la colonne de droite. Or, celui qui est plus proche de 0 dans la colonne de droite, c'est 1,90. Hein. 0,024, c'est plus proche de 0 que 0,0242. Donc, on aurait dit que alpha vaut à peu près 1,90. Voilà, c'est tout, hein, je le dis comme ça. Petite parenthèse. Bien, on vous demande de déduire le signe de G de X à partir de ce résultat. Parce que la question déduire, elle est claire et nette. Hein. Déduire, ça veut dire que vous avez fait 80% du boulot. Vous avez répondu à une question, on vous demande de déduire quelque chose. Donc ça doit couler de source, quoi. Ça y est, on y va. Alors on vous demande de déduire le signe. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on vient de faire là, dans la question là, avec alpha? On vient de dire que l'équation, donc G de X égale 0, donc c'est la question 4. Bon, ne mettez pas ça sur votre copie, hein, là je vous explique. On vient de dire que G de X est égal à 0 pour alpha. C'est-à-dire en fait que G de alpha, ça fait 0. Ouais. C'est ça qu'on vient de faire. Alpha, c'est la valeur de l'abscisse pour laquelle la fonction est égale à 0. Bah, ça veut dire qu'avant et après alpha, la fonction change de signe. Puisque pour alpha, elle passe par 0. Si une fonction passe par 0 pour alpha, ça veut dire qu'avant alpha et après alpha, elle n'a pas le même signe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en déduire le signe de G de X, on est sur, bien sûr, on nous demande sur 1 plus l'infini. On sait que la fonction, elle changera de signe en alpha. C'est alpha qui va être l'indicateur du changement de signe. Donc G de X, il est là. On sait que pour alpha, G de X, il vaut 0, on vient de le dire. La question, c'est savoir positif, négatif ou négatif, positif. Bah, votre fonction, elle est comment sur 1 plus l'infini? Reprenez votre tableau de variation de G de X. Sur 1 plus l'infini, la fonction, elle est comment? Mettez sur pause à chaque fois si vous devez vérifier. Elle est décroissante. Si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle diminue de plus en plus. Donc ça veut dire qu'elle est d'abord forcément positive et négative. Hein, si elle décroît et qu'elle passe par 0, là, je ne sais pas, au milieu de ma main, bah, c'est qu'avant elle est positive et après elle est négative. Une autre façon de le dire, bah, c'est que regardez vos petits tableaux là, de votre calculatrice. Vous voyez bien qu'avant 1,9, votre fonction, elle est positive. Et après 1,9, elle est négative. Voilà, donc là, en déduire, voilà. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Retenez par cœur les réponses à ces questions. Les 3 questions là, auxquelles on vient de répondre, c'est des questions que vous avez 70% de chance de tomber dessus. Hein? Mais comme c'est toujours la même chose, bon, voilà. Bien. Alors là, je crois que dans la dernière partie, la partie B, on passe à l'étude de la convexité de la fonction. Donc je vais tout effacer, hein, puis on va reprendre tranquillement. Bon, elle n'est pas compliquée la partie B, sauf la deuxième question. Vous allez voir, elle est un petit peu... Bon, il faut faire attention, quoi.
Alors, donc, je prends la partie B. Hein. Première question de la partie B. On admet que pour tout x appartenant à 1 alpha, donc on travaille sur l'intervalle 1 alpha. C'est-à-dire sur le tout petit, sur le premier, hein, sur le premier petit intervalle là, de votre tableau. Et on nous dit, on admet que g seconde de x. Ah, on nous donne la dérivée seconde. C'est moins 4, facteur de ln x, plus 1. On nous demande de justifier que sur l'intervalle 1 alpha, la fonction g est concave. Ok. Alors, vous devez connaître vos propriétés. Vous devez savoir, donc je fais un petit rappel, on va dire de cours vite fait. Hein. Donc, une fonction g de x hein, est concave. Ça implique dans les deux sens, hein, okay, c'est réciproque, que la dérivée seconde est négative. Et une fonction qui est convexe, ça implique que la dérivée seconde est positive. Voilà, ça vous devez le savoir. Concavité, dérivée seconde négative. Convexité, dérivée seconde positive. Bien. Nous, on veut montrer que la fonction est concave. On doit donc montrer que la dérivée seconde est négative. Bien. Alors, sur 1 alpha, ok. Bon, moins 4, bah, moins 4 c'est négatif. Ok. ln de x plus 1. Je prends cette partie-là, c'est celle-ci qui nous intéresse. ln de x plus 1. 1 alpha. Donc, on part de 1 et on va jusque alpha. Sauf que vous devez savoir que ln x est positive, la fonction ln x est positive pour tout x qui est supérieur à 1. Vous devez le savoir. La fonction ln x est positive pour tout x strictement supérieur à 1. Donc, sur l'intervalle 1 alpha, ln x est positive. Ouais. Et vous lui ajoutez 1. Elle est positive et vous ajoutez quelque chose de positif. Bah oui. Hein. Sur l'intervalle 1 alpha, ln x plus 1 est forcément positif. Ouais. Ça, c'est la manière logique hein, de répondre. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va faire un petit tableau hein, pour bien justifier les choses. Mais là, je vous explique logiquement les choses. Si vous savez que ln de x est positif si x est plus grand que 1, bah, si vous lui ajoutez encore 1, bah, c'est forcément encore plus positif. Et moins 4, c'est négatif, donc vous comprenez déjà que le tout sera négatif. Mais on va faire un petit tableau quand même. Donc on est sur 1 alpha. Ouais. Donc une ligne pour moins 4, une ligne pour ln de x plus 1, et une ligne pour la dérivée seconde. Moins 4 négatif, positif, donc le tout est négatif. On vient de prouver exactement ce qu'il fallait prouver. Si la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Bien sûr, sur l'intervalle 1 alpha. Donc g de x concave sur 1 alpha. Ouais. Vous allez voir, ça va nous servir juste pour la dernière question. Vous allez voir, la dernière question, elle va être extrêmement rapide à répondre. C'est la deuxième, c'est celle qui arrive. Faut faire attention. Bon, donc mettez sur pause, j'efface. On est sur de la révision, hein, donc je ne peux pas me permettre de tout vous prouver, de tout vous justifier. On est vraiment sur de la révision de bac. Hein. Alors, on vous donne une figure hein, sur la question 2, là. On vous dit que A et B sont les points de la courbe de G d'abscisse 1 et alpha. Alors, ne faites pas attention à mes talents mauvais de dessinateur. Donc, on a en 1, 2, ici, hop, on a le point A. Et le point B, donc il est alpha, ici, hop, et il vaut 0, hein, il est ici, hop. Et nous avons donc quelque chose, quelque chose de concave, hein, puisqu'on vient de prouver que c'était concave. Donc, quand ça fait la forme comme ça d'un N ou d'un U inversé, c'est que c'est bien concave. Et on vous demande de déterminer l'équation de la droite AB, l'équation réduite de la droite AB. Ok, donc c'est la question 2.
de petit a. Donc on veut l'équation réduite, bon, peu importe de toute façon, de la droite AB. Bon, déjà c'est une droite. Bah, et alors bah, c'est fondamental. Hein. Parce que si AB c'était pas une droite, bah déjà c'est pas du niveau terminal. Mais c'est pas ça. On n'est pas là pour... voilà. C'est que pourquoi c'est important de savoir que c'est une droite? Bah, parce que si vous savez que c'est une droite, quelle est l'équation d'une droite? Bah oui, hein. C'est de la forme mx plus p. Y égale mx plus p. C'est ça l'équation. Donc il me faut quelque chose de ce style-là. Autrement dit, je dois déterminer la valeur de m et la valeur de p. Je rappelle, m c'est le coefficient directeur, p c'est l'ordonnée à l'origine. Bah écoutez, on a déjà les coordonnées des points. Hein. Je vous rappelle que A a pour coordonnées 1, 2 et que B a pour coordonnées alpha 0. Si on a les coordonnées des points, le coefficient directeur, c'est extrêmement facile à déterminer. Je vous rappelle que c'est la différence entre les ordonnées divisée par la différence des abscisses. Ça, tout ça, vous devez le savoir. Donc, YB, c'est alpha, YA, c'est 1, 2, pardon. XB, c'est... qu'est-ce que je fais, pardon. YB, pardon. Oui, mais moi, c'est 0. YA, c'est 2, donc ça fait 0 moins 2. XB, c'est alpha. Et XA, c'est 1. Donc, en simplifiant, ça fait moins 2 sur alpha moins 1. Voilà, j'ai déjà mon coefficient directeur. Ça va? Je répète. Nous voulons l'équation réduite de la droite AB. Une droite a une équation du type mx plus p, avec m l'ordonnée à l'origine, m le coefficient directeur, p l'ordonnée à l'origine. Je dois donc déterminer la valeur de m et la valeur de p. Ici, bien sûr, ce n'est pas vraiment une valeur, puisque alpha reste sous sa forme générique, ça reste alpha. On ne donne pas une valeur précise de alpha. Nous connaissons les coordonnées des deux points. A a pour coordonnée 1, 2, B a pour coordonnée alpha 0. Nous connaissons la formule. À partir du moment où on connaît les coordonnées de deux points, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. 0 moins 2 sur alpha moins 1. Autrement dit, là, l'équation a déjà une première partie, c'est que m vaut donc moins 2 sur alpha moins 1. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et donc, il nous reste P. Mais P, c'est facile, pourquoi? Parce que vous connaissez les coordonnées de A. Ne prenez pas B, parce que alpha, encore une fois, on ne connaît pas exactement sa valeur. Donc, prenez A. Vous êtes d'accord avec moi que A, il appartient à la droite AB. Heureusement, puisque c'est même, entre guillemets, le début c'est même le début de la droite. On va dire ça comme ça, on s'exprime simplement. Donc, si A appartient à la droite AB, je peux remplacer les coordonnées de A dans l'équation. Y, je peux le remplacer par 2. Et X, je peux le remplacer par 1. Ouais. Si un point appartient à une droite, je peux remplacer les coordonnées de ce point dans l'équation de la droite, puisqu'il appartient à la droite. Mais oui, du coup, c'est cool. Bon, le x1, permettez-moi de l'enlever, parce qu'il ne sert à rien. x1, ça ne change rien. Donc, on peut dire que P, laissez-le à droite. Moi, j'écris à gauche, mais laissez-le à droite. Ça fait donc 2, attention, plus 2 sur alpha moins 1. Pourquoi je mets un plus? Parce que vous avez un moins qui est ici. Et donc, en le faisant passer de l'autre côté, ça va devenir plus. Ouais. Donc, on va simplement simplifier ça. Donc, P, je le réécris en haut, c'est 2 plus 2 sur alpha moins 1. Je mets sur le même dénominateur. Donc, on aura 2 facteurs de alpha moins 1 plus 2, le tout sur alpha moins 1. Vous devez être OK avec tout ça. Hein. Là, je ne vais pas expliquer comment on met un nombre sur quelque chose sur le même dénominateur que autre chose. Hein. Donc, on développe, on aura 2 alpha moins 2 plus 2 sur alpha moins 1. Donc, P vaudra 2 alpha sur alpha moins 1, puisque moins 2 plus 2, ça fait 0. Voilà. Et donc, l'équation réduite de la droite AB, c'est Y égale donc moins 2 sur alpha moins 1 x plus 2 alpha sur alpha moins 1. Oh, mais quelle coïncidence! Oh, mais quelle coïncidence! On retrouve la réponse dans la question suivante. Tiens, bizarrement. Regardez la question suivante. Vous tombez sur la réponse. Ouais. Je mettais sur pause. Donc, on y va. On vous demande simplement ici de déduire que g de x est supérieur
à l'équation en fait, de la droite AB. Bah, écoutez, c'est facile. Hein. Là, je vais me l'écrire parce que c'est tellement facile. On sait que sur 1 plus l'infini, sur 1 alpha, G de x est concave. Ça, c'est la question petit a. Si elle est concave, ça veut dire qu'elle va forcément se trouver au-dessus de toutes les séquentes. Donc, elle va forcément se trouver au-dessus de la droite du segment AB. Si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez tracer n'importe quel segment. Le segment sera toujours en dessous de la droite. Ouais. Donc, le segment AB sera forcément toujours en dessous de G de x. Et donc, vous avez répondu à votre question. G de x est forcément supérieur. Ok, là, bon, j'étais un petit peu vite parce que j'ai plus de temps d'enregistrement et ça me paraît pas bien compliqué. Voilà, c'est concave, donc tous les segments sont en dessous de la fonction. Donc forcément, G de x est au-dessus du segment B. Ok. Voilà, merci à vous et bon courage.